besoin de se renourrir aussi. Et on va essayer de se nourrir un petit peu de choses intellectuelles. Je vais essayer de ne pas me redire des choses. Alors, ça me paraissait important, même si on l'a déjà dit, de repartir de l'historique du concept de psychiatrie de transition. Parce qu'en fait, en 2011, c'est-à-dire il y a à peine 10 ans, sur la littérature internationale, il y avait 11 papiers. Il y a 10 ans. Donc vous imaginez bien, c'est normal qu'au terme des 4 ans, on ne soit pas encore tout à fait optimal au niveau de nos objectifs, puisqu'il y a 11 ans, ça n'existait pratiquement pas au niveau de la littérature internationale. Toutefois, le contexte international a commencé à se poser des questions. C'est toujours les grandes instances internationales qui se posent des questions. L'UNICEF, l'association, la World Health Organization, excusez-moi si je le mets, l'OMS, si je le mets en anglais, ça me vient en anglais, la Commission européenne. Donc il y a un certain nombre d'instances internationales qui ont commencé à se préoccuper de la santé des jeunes. Ce n'est pas des enfants, vraiment des jeunes. Il y a eu aussi un éditorial très important dans le Lancet en 2016 qui soulignait, et c'était avant la crise Covid, qui soulignait combien il était essentiel d'investir dans la santé et le bien-être des adolescents pour que ça transforme la santé globale dans le monde. Et à cette époque-là, ce qui préoccupait les scientifiques, c'était pas tellement le Covid, puisque c'était pas encore là, c'était le terrorisme. C'était l'engagement de jeunes, dont on sait que c'était aussi des jeunes adultes, dans des processus de radicalisation et donc dans des processus de destructivité. Donc ça, c'était aussi un article qui a, de manière importante, sensibilisé la communauté internationale. Après, il y a eu le constat des besoins criants. Dans les études qui ont fait le point en 2011, ce que l'on montrait, c'est que les jeunes tombaient dans un trou. D'où notre image des 2 falaises que vous reverrez régulièrement. Entre les soins en âge d'enfants et d'adolescents, donc de pédopsychiatrie, et les soins à l'âge adulte, un grand nombre de jeunes tombaient dans un trou de soins. Et ce trou de soins avait évidemment comme conséquence d'aggraver la psychopathologie. Ils rencontraient les toxiques, ils rencontraient l'alcool, ils rencontraient la précarité, ils rencontraient l'insécurité. Et dès lors, 10 ans plus tard, on les retrouvait dans des situations beaucoup, beaucoup plus préoccupantes. Et si on regarde sur l'incidence des maladies invalidantes et le poids que ça peut avoir en termes de poids d'invalidité dans la vie d'une personne, vous voyez que le poids des maladies mentales, c'est celles qui sont en orange, alourdit gravement le poids de santé et de handicap lifetime. Donc ce qui se passe entre 15 et 30 ans d'un point de vue psychiatrique alourdit gravement la santé globale d'un individu. Vous voyez que les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc., c'est quand on est beaucoup plus vieux. Mais à cet âge-là, c'est les maladies mentales qui priment. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce moment-là. Pour ceux qui font des soins en adultes, je pense qu'il faut peut-être repenser aussi le poids de ceux qui sont plus âgés que l'on soigne par rapport au pourcentage de ceux que l'on soigne à cet âge-là. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Vous voyez que dans la plupart des pays du monde, l'accès aux soins de santé mentale est le plus bas pour les 16-24 ans. Seulement 1 patient sur 5 a accès à des soins de santé mentale. C'est pas mieux chez nous, hein. On essaye de faire mieux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est effectivement les défis auxquels on se heurte. Et les raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est que les symptômes psychiatriques sont en général moins spécifiques, voire parfois non spécifiques. On en reparlera dans le plan de la recherche, mais on ne peut pas utiliser de classification diagnostique classique DSM à cet âge-là.
C'est d'ailleurs une des contraintes que le fonds nous a imposées lorsqu'on a soumis la première mouture de la chaire. On a été refusé parce qu'on avait une approche catégorielle. Et on a dû revoir notre copie pour avoir une approche plus dimensionnelle. Et merci à vous, parce qu'on a beaucoup progressé, on a beaucoup avancé, mais c'était un vrai défi. Donc ça, c'est un des premiers défis. C'est que les symptômes sont en général non spécifiques à cet âge-là. Donc, on n'est pas à l'aise, tant les pédopsychiatres que les psychiatres d'adultes. Vous voyez aussi que cet accès très faible montre qu'un tiers des jeunes qui auraient dû être pris en charge ne le sont pas, et seuls 5% des jeunes ont une transition efficace entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie d'adulte. Je n'ai pas dit que tous nos patients devaient être suivis par les psychiatres d'adultes. Dieu merci, il y en a quand même qui n'ont plus besoin de soins psychiatriques après. Mais ceux qui en ont besoin, il n'y en a que 5% qui le font de manière optimale. Donc on a vraiment à travailler nos protocoles de transfert de la pédopsie à la psychiatrie d'adulte. Et là, il y a un certain nombre de recommandations du COMSMEA sur lesquelles je vais revenir, mais qui va aussi nécessiter, je sais qu'il y a quand même quelques personnes impliquées politiquement dans la salle, donc je les remercie aussi d'être parmi nous, ça va nécessiter des protocoles qui encadrent ce passage, parce qu'évidemment, ça nécessite parfois aussi des moyens. Cette continuité des soins, elle est essentielle, sinon on aggrave la psychopathologie et surtout on aggrave la désinsertion sociale. La désinsertion sociale, si vous regardez le pourcentage de jeunes en population SDF, c'est au moins 50%, si pas plus de 50%. Ça veut dire que c'est aussi un moment où on peut décrocher du cadre social. Et dès lors, vous savez ce qui se passe comme moi dans la rue. Alors, quelques éléments qui expliquent pourquoi cette période est fragile, mais aussi pourquoi les symptômes sont peu spécifiques. On a déjà parlé par le passé, bien sûr, des études du NIMH qui montrent comment le cerveau mature entre 21 et 23-24 ans, c'est-à-dire essentiellement par élagage neuronal, modification, synaptogenèse, remodelage des connexions neuronales. Freud, d'ailleurs, étrangement, disait que le cerveau ne s'organisait pas en rajoutant de la matière, comme en peinture, mais plutôt comme une sculpture, en éliminant pour prendre sa forme définitive. C'est amusant, je ne savais pas qu'il avait imaginé cette période-là comme ça, mais c'est un écrit qu'on a retrouvé. Et vous le voyez ici dans un très très beau schéma. Vous voyez que le nombre de connexions chez l'enfant est maximal. Ça, c'est à peu près à 11 ans. Et vous voyez comment, chez l'âge adulte, il y a eu un élagage. Cet élagage n'est pas un appauvrissement. Cet élagage est une spécificité plus grande. Mais qui veut dire aussi qu'en fonction de la manière dont on entraîne les choses à l'âge de l'adolescence, on précise un certain nombre de compétences et on entraîne un certain nombre de compétences de l'âge adulte. Ce schéma-là, vous le connaissez aussi. Ce sont les deux grandes périodes où se développe la psychopathologie dans la petite enfance. Et là, il y a aussi un focus pour lequel le politique est très au clair aussi. Et d'ailleurs, il y a encore un groupe de travail au Conseil supérieur de la santé sur les 0,5 ans. Les deux zones de fragilité qui sont aussi liées aux modifications cortico-sous-corticales, c'est 0,5 ans et 15-25. Donc, c'est vraiment à ces moments-là que la psychopathologie peut se déclencher. Alors, un des facteurs importants de cette fragilité, c'est la vulnérabilité au stress du cerveau dans ces deux périodes développementales extrêmement importantes. Le stress aigu, on en a tous. Donc, on décharge un peu d'adrénaline, on a un peu tachycarde, etc. Quand le stress aigu est répété, on commence à épuiser un tout petit peu son système du stress et on commence à sécréter du cortisol. Et quand le stress est chronique, on sécrète du cortisol en permanence et parfois on épuise même ses surrénales, c'est-à-dire on tombe malade, on diminue ses ressources immunitaires, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur le stress, mais
ces éléments-là, à la fois de l'axe cortico-sous-cortical et de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien par la sécrétion du cortisol, impactent de manière extrêmement claire le cortex préfrontal et les noyaux de la base, l'amygdale et l'hippocampe, qui vont dès lors modifier leur structure, modifier aussi les éléments de maturation du cortex préfrontal qui se passent entre 15 et 25 ans, mais vont modifier aussi la réactivité au stress ultérieur, lifetime. Alors c'est vrai aussi chez le petit, hein. Je ne vous fais pas un cours périnate, mais je pourrais faire le même 0,5 ans, 15-25. C'est-à-dire que ce sont des moments où le cerveau est extrêmement sensible au stress et à l'addiction et à la dépendance, mais ça va de pair. Et ce sont des moments aussi où il se crée d'une certaine manière ce qu'on appelle des traces liées au stress, qui sont en fait des zones d'hyperactivation dont le cerveau garde physiologiquement une mémoire. Physiologiquement, ce n'est pas une mémoire déclarative, hein. C'est une mémoire physiologique qui fait que quand on est remis dans une situation difficile, c'est un peu le modèle du post-trauma. Vous avez eu un trauma, vous avez eu un gros stress, puis ça va mieux, et au moment où vous vous retrouvez en situation d'une autre grosse difficulté, vous réactivez, mais beaucoup plus fort que quelqu'un d'autre, votre anxiété. Évidemment, ça dépend de la période de la vie, de la durée, ça dépend aussi quand même d'une certaine vulnérabilité génétique. Je n'ai pas éliminé la génétique, hein, j'ai un modèle environnement génétique, mais ça dépend aussi du nombre d'événements de vie problématiques que vous avez eus ultérieurement. Je vous propose de relire les études sur les Adverse Childhood Events, c'est-à-dire que notre durée de vie est aussi liée au nombre d'événements de vie problématiques qu'on a eus. Et plus on en a eu, plus c'est problématique. Et on sait qu'à l'adolescence, ceux qui vont particulièrement mal sont ceux qui ont déjà eu un certain nombre d'événements de vie problématiques, et en général entre 0 et 5 ans. Donc c'est ceux-là aussi dont il faudrait être attentif dans la détection précoce dont on parlait tout à l'heure. Il y a une vraie cohérence dans le modèle développemental. C'est pour ça que je voulais à tout prix refaire ce détour par le développement. Alors, il y a différents modèles de soins en âge de transition, et c'est vrai que la Belgique a suivi les recommandations internationales, et je trouve, même si on peut toujours ne pas être content, mais je trouve que la réforme de 2015 a été une formidable opportunité, que le guide, même s'il pouvait être un peu théorique, était en tous les cas une déclaration d'intention formidable, avec... il m'arrive encore de retourner relire certaines pages. Et il soulignait déjà en 2015, sachant que les premières études, c'est 2014-2015, donc en 2015, la Belgique soulignait déjà l'importance de prendre une attention particulière pour les 16-23 ans. Je souligne ça parce que la première étude européenne, donc le constat fait en 2011 qu'il y avait 11 articles mondiaux sur l'âge de transition en psychiatrie, fait qu'en 2012-2013, la Commission européenne fait un appel à projet qui s'appelle Milestone, auquel la Belgique a participé via une collègue néerlandophone, qui travaille sur 8 pays pour faire un état des lieux de la transition psychiatrique en Europe au travers d'une étude longitudinale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui fait aussi une étude de l'état des lieux dans les 28 pays de l'Union européenne. Donc ça a été un très gros budget de la Commission européenne pour faire l'état des lieux de la psychiatrie de transition en Europe. Vous voyez, c'est 2014-2018, il y a encore pas mal de papiers qui sortent. Le patron, finalement, de cette étude était Singh, qui est un Anglais, et vous allez le voir, je vais en reparler encore au cours de mon exposé. L'objectif aussi de cette étude Milestone, c'était de proposer un modèle de soins de transition
des guidelines cliniques et organisationnels. Et vous savez quand même comme moi que les pays européens ont une politique nationale, mais ont en général une politique nationale qui est quand même guidée par des politiques internationales et notamment une politique européenne. Donc ces éléments-là ont un impact forcément sur les propositions politiques nationales. Et donc vous le voyez, l'objectif était aussi de développer et de valider des outils de travail pour cette période de transition. Et vous le verrez tout à l'heure dans la recherche, il y a des outils qui ont été proposés et validés dans cette étude Milestone qu'on a utilisé aussi dans l'étude longitudinale de la chaire. Cette étude européenne montrait aussi la nécessité de former les psychiatres et les pédopsychiatres à la transition, parce que la plupart y étaient très intéressés, mais se sentaient très peu formés, et disaient qu'en plus, ils recevaient beaucoup de jeunes. Donc, vous avez des médecins spécialistes qui reçoivent beaucoup de jeunes, qui ne sont pas très informés sur comment faire avec ces jeunes, et qui demandent de la formation, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de formation. Donc, je pense que ce n'est pas un petit peu, c'est qu'il faut que l'on continue, Charles et moi, bien sûr, en faculté de médecine, au niveau de nos masters respectifs, à continuer des enseignements sur l'âge de transition. Sinon, ces 4 ans n'auront servi à rien. Donc ça, c'est un plaidoyer, à la fois pour les PG, à la fois pour Charles. Pour le moment, c'est encore nous deux, hein, on est encore là quelques temps, donc c'est formidable. Alors, ça doit aussi permettre de faciliter et de développer des modèles de soins intégrés. Alors là, je trouve qu'il y a un certain nombre d'initiatives, et vous allez le voir, il y en a plein cet après-midi, qui se sont développées et qui ont foisonné, et ça, c'est vraiment extrêmement enthousiasmant. On doit peut-être, comme tu le disais tout à l'heure aussi, Charles, c'est un peu formaliser nos protocoles de trajet de soins. Et ça, on n'y est pas tout à fait arrivé. Je fais déjà mon rapport à la Fondation. Les trajets de soins, on a encore, on doit encore travailler. C'est pas, on commence, mais c'est pas encore optimal. Vous voyez ici, j'ai repris juste le schéma de l'étude Milestone. Vous voyez que 9,5% entre 17 et 19 ans, ils restent en pédopsychiatrie. Vous voyez qu'il y en a 21% qui passent en psychiatrie d'adultes. Comme je vous ai dit, ils ne doivent pas tous y aller, hein. Il y en a 11% où il n'y a pas de continuité des soins, et il y en a 17% qui ont une interruption intermittente des soins. Ça, c'était l'état des lieux en 2018 dans l'étude Milestone. Un point très important qui n'avait pas été abordé dans l'étude Milestone, c'est la caractérisation de cette population. Et dans cette population d'âge de transition, au fond, il y a en gros, mais alors là c'est vraiment en gros et de manière un peu caricaturale, 2 types de populations. Une population qui a demandé des soins en pédopsychiatrie et qui présente des troubles psychopathologiques, psychiatriques, c'est comme on veut, mais en tous les cas des éléments de difficulté et de souffrance importantes dès l'enfance ou la jeune adolescence. Et puis, il y a des patients qui vont demander de l'aide et des soins, et comme je vous l'ai dit, souvent pour des symptômes assez peu spécifiques, à partir de 15-16 ans, c'est-à-dire ceux qui potentiellement, peut-être, développent un trouble de l'âge adulte. Et puis, il y a tous ceux qui sont en malaise de vie. Vous savez comme moi que la santé mentale, elle inclut le bien-être. Donc, il ne faut pas qu'on psychiatrise tout. Donc, je suis heureuse aussi que M. Van den Broek ait reprécisé les différents niveaux d'intervention et qu'on doit aider à la formation de la première ligne, de l'accueil informel, d'un accueil global, généraliste, mais qui accueille la souffrance et les besoins des jeunes entre 16 et 24 ans, 23 ans. Nous devons, nous, intervenir quand la situation est plus sévère. Donc, il doit y avoir cet échelonnement de soins. Je vais y revenir sur la pyramide des soins.
Alors, dans les modèles de soins sur la transition, vous les connaissez, vous les avez déjà vus, ces slides-là, je ne vais pas trop m'y attarder. Il y a le modèle anglais de Singh, de l'université de Warwick, et en Angleterre, à 18 ans moins un jour, on est en pédopsychiatrie, à 18 ans plus un jour, on est en psychiatrie d'adulte. Simone et moi, on a été travailler avec les équipes du pôle du Vinatier à Lyon. Et en fait, on a travaillé avec les psychiatres d'adultes, évidemment, et les pédopsychiatres. Et le psychiatre d'adulte qui était présent avec nous a raconté une histoire terrible. Il nous a dit, voilà, je vais vous raconter... Il dit, je glace d'habitude l'auditoire. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Il est spécialiste de la suicidologie. Il y avait une adolescente de 17 ans et 8 mois, hospitalisée en pédopsychiatrie. Et le jour de ses 18 ans, en raison de la loi qui fait le cut-off, elle est transférée en psychiatrie d'adulte. 5 jours après, elle se pend. Les parents vont rencontrer le psychiatre d'adulte en demandant ce qui s'est passé. Ils disent « Ah ben nous, on ne sait pas parce qu'on ne la connaissait pas ». Ils sont retournés voir les pédopsychiatres qui ont dit « Ah ben nous, on ne sait pas ce qui s'est passé quand elle est passée de l'autre côté ». Donc ça, c'est évidemment un modèle, pour moi, peu pertinent. C'est le modèle anglais et c'est le modèle qu'a choisi la France à l'heure actuelle. On a un projet d'ailleurs d'évaluation des différents modèles internationaux avec Simone et avec une équipe de Toulouse, pas de Toulouse, de Montpellier en France, pour pouvoir faire des recommandations. Parce que si on a un modèle comme celui-là, ça veut dire qu'il faut quand même travailler pendant plusieurs semaines ensemble pour faire le transfert, quoi. Vous me dites oui, mais moi je connais quand même un certain nombre de mes patients qui sont rentrés en psychiatrie d'adultes via une mesure de mise en observation, hein, malheureusement. Je crois que ça doit résonner chez certains aussi. Donc on doit améliorer notre travail conjoint. Ça va probablement nécessiter une codification particulière pour permettre ces réunions et ces concertations. Ça veut dire un peu de sous au niveau des soins de santé. Mais on doit pouvoir le faire, sinon ça donne des catastrophes. L'autre modèle, c'est celui que Peter McGorry défend en Australie et qui est fort heureusement le choix qu'a fait la Belgique, sans le formaliser tout à fait. C'est celui d'avoir une possibilité de travail conjoint dans les dernières discussions, qui d'ailleurs n'ont jamais été finalisées, entre la psychiatrie et la psychiatrie d'adulte, entre la pédopsie et la psychiatrie d'adulte. On avait dit 18 plus ou moins 3, ce qui me paraissait un compromis tout à fait sensé au regard de la clinique. Il faut savoir que ces choses-là ne sont pas encore clairement tranchées. C'est à mon avis d'ailleurs un des dossiers sur lesquels on va devoir continuer à travailler. Mais ce modèle de Peter McGorry montre la nécessité entre 16 et 23 ans de se concerter, de faire en fonction des besoins du patient, que quand il y a une psychopathologie déjà avérée qui correspond aussi aux critères adultes, les psychiatres d'adultes puissent prendre le relais plus tôt, mais que quand on est dans une souffrance psychopathologique adolescentaire, peut-être que parfois le pédopsychiatre peut aussi continuer ultérieurement. Je trouve en tous les cas que dans nos dispositifs de soins, pour le moment, c'est le choix qu'on a fait, et ça me paraît être un choix pertinent au regard de la clinique. Si on reprend les modèles finalement de ces experts, j'ai aussi rajouté Thérèse Van Amersfoort de Maastricht et Marie-Odile Krebs de Paris, puisque ça fait partie aussi, de nos évaluatrices, de nos collègues avec lesquels on a discuté tout au long de ces années de chaire. Les modèles que propose Thérèse, notamment à Maastricht, et en tous les cas Peter McGorry, agissent au niveau des soins primaires. C'est les overkop néerlandophones ou les maisons d'ados francophones ou françaises, c'est-à-dire des lieux d'accueil non psychiatriques où on accueille des jeunes pour être au plus près de leurs besoins de santé mentale, autonomie, problématiques sociales, etc.
Thérèse a aussi un niveau comme Marie-Odile Krebs et signe sur les soins spécialisés. Au fond, et vous allez le voir, je vais le reprendre dans le rapport qu'on a fait pour le COMSMEA, et Ruud van Winkel, je le remercie, a fait des très très beaux schémas parce qu'il aime bien les schémas. Donc vous allez voir qu'on va essayer quand même de coupler les soins sur cette pyramide avec des propositions politiques et des propositions de soins à faire. C'était notre rôle dans ce groupe-là. Donc, vous le voyez, les besoins spécifiques de cette période du développement sont pas extrêmement bien rencontrés en pédopsie et en psychiatrie d'adultes, parce qu'il n'y a pas de spécificité psychopathologique et que les modèles de travail sont globalement différents de ceux de la psychiatrie d'adultes. Je donne juste 2 exemples. On ne peut plus être complètement paternaliste, mais on doit quand même encore impliquer les parents. Mais on doit quand même aussi leur laisser une certaine forme d'autonomie. Mais on ne peut pas les rendre tout à fait autonomes, parce qu'ils ont encore souvent besoin de leur environnement. Et vous le verrez d'ailleurs dans les recherches qu'on a pu faire sur la consultation spécifique en âge de transition. Donc effectivement, on ne peut pas dire à 18 ans, on ne voit plus les parents. Mais on ne peut pas dire non plus, on voit toujours les parents et on doit tout dire aux parents. Donc voilà, c'est un modèle qui est entre deux. C'est une population à risque en santé mentale, et je viens de vous le dire, en fonction des risques spécifiques développementaux. Il y a aussi ces jeunes qui ont été suivis en pédopsie et qui ont des troubles dits neurodéveloppementaux, que ce soit l'autisme, que ce soit le TDAH, que ce soit des troubles des apprentissages. C'est des choses qui sont en général moins bien connues par nos collègues adultes. Et il y a donc à soigner particulièrement ce moment et cet âge de la vie pour eux. Et puis, il y a les symptômes précoces, les syndromes prodromiques, ce qu'on appelle les patients ultra haut risque, à risque, qu'il convient effectivement de détecter. Les risques d'interruption de soins aggravent les rechutes, sont de mauvais pronostics, ça je vous l'ai déjà dit, et entraînent toute une série de difficultés concomitantes. Alors il y a un certain nombre de freins à la transition. Je regarde juste pour que je sois dans les temps, mais à mon avis, il n'y a pas de problème. Les freins à la transition, elle est aussi, elle est présente du côté des soignants, mais aussi elle est présente du côté des patients et des familles. Il y a une forme de stigmatisation contre laquelle on doit très fortement travailler aussi. Se retrouver effectivement en psychiatrie, ça reste encore quelque chose de lourd. Je n'ai pas dit que les unités pédopsychiatriques, ce n'était pas lourd non plus. Les patients qui sont suivis par les pédopsychiatres depuis longtemps peuvent avoir difficile à rompre la relation. Les pédiatres, c'est eux qui nous ont donné la voie des modèles de transition. Parce que quand vous êtes diabétique avec un diabète infantile, quand vous avez une mucoviscidose, vous avez besoin de passer dans le champ des soins adultes, mais vous connaissez votre pédiatre depuis très très longtemps. Donc c'est eux qui ont amené les premiers modèles de transition. Et ces modèles de la transition en psychiatrie sont nés des modèles de la transition en pédiatrie pour les maladies chroniques. En général, les psychiatres d'adultes connaissent moins bien les dispositifs existants pour les jeunes. Le service d'aide à la jeunesse, le service de protection judiciaire, les SRJ, toutes ces structures, parfois même la question des PMS, des écoles, parce qu'en général, à 18 ans, souvent, on est encore en apprentissage. Pas toujours, mais ça peut arriver quand même. Les questions financières ne sont pas simples. L'accès à l'autonomisation financière pour les jeunes, c'est déjà pas simple pour les adultes, et pour les jeunes, c'est encore plus complexe. L'accès au logement, c'est aussi extrêmement compliqué pour l'autonomisation, a fortiori si on a connu des difficultés psychopathologiques antérieures. Et puis alors, il y a un certain nombre de résistances qui sont liées à des groupes d'appartenance, qui sont des groupes d'appartenance souvent très adolescentaires,
que ce soit des minorités ethniques, des réfugiés, des SDF, des problématiques de genre, des problématiques de personnalité, la question par exemple des abus infantiles. Ce sont des choses peut-être avec lesquelles, lorsqu'on arrive en psychiatrie d'adulte, on est peut-être un peu moins familier. Il faut savoir aussi qu'à 18 ans, plus personne, enfin, je mets des guillemets, mais plus personne n'est obligé de porter la demande de soins. Et lorsque des adultes, des parents portent la demande de soins pour un jeune de 18 ans, on leur dit « votre jeune, il est majeur ». Et donc, on n'a pas notre collègue de l'association des parents qui était très présente dans le groupe du COMSMEA, mais qui taperait sur la table en disant « quand on va dire que notre enfant va mal et qu'il a 18 ans, on ne nous entend plus, on ne nous écoute plus et on ne nous aide plus ». Donc ça, là, vous allez le voir aussi dans les demandes de soins. À partir de 18 ans, il y a encore 45% des demandes de soins qui sont faites par les familles. Alors, on considère qu'il n'y a plus besoin de famille à 18 ans. Excusez-moi, moi, à mon âge, je suis encore heureuse d'avoir ma mère. Hein. Je sais pas. Bon, donc, je crois qu'une famille, c'est un groupe d'appartenance, c'est un groupe d'aide et qu'il faut pouvoir la prendre en compte lorsqu'il y a une demande de soins. Les types de psychopathologies sont pas tout à fait les mêmes. J'ai parlé des troubles neurodéveloppementaux, on peut parler des troubles borderline, on peut parler aussi des troubles des conduites alimentaires. Bien sûr, on va quand même aussi regarder dans notre assiette. On a parfois pas toujours facile de dialoguer entre nous, mais on doit le faire et je trouve que dans le cadre de la chaire, ça s'est très très bien passé. Un petit mot sur ce que je vous disais des signes différents. En fait, on ne travaille pas avec le même modèle de référence en pédopsychiatrie et en psychiatrie d'adultes. Bien sûr, on a le DSM-5, mais pour nous, je n'ai pas dit que pour les autres, c'était la Bible, mais pour nous, c'est peu pertinent. Et c'est peu pertinent parce que très souvent, on a besoin d'une approche transdiagnostique. Et c'est d'ailleurs celle qui est prônée au niveau international, en tous les cas du côté de l'Australie et d'un certain nombre de pays anglo-saxons. Je ne parle pas des États-Unis, qui en reste à la Bible du DSM, mais souvent pour des raisons de remboursement, de consultation, etc. Et donc ce que vous voyez ici, c'est le modèle du staging dans les états mentaux à risque, et que le stade 0, c'est la prévention en santé mentale, c'est le bien-être, c'est l'évitement des événements de vie problématiques, c'est la prise en compte d'un soin bienveillant aux enfants, etc. Et puis vous voyez que très progressivement, on entre dans des stades de souffrance psychique avec des symptômes spécifiques, d'un premier épisode psychopathologique, et vous voyez qu'on peut agir par une prévention ciblée et des interventions précoces qui, si elles sont mises en place à un moment donné, peuvent éviter d'arriver au stade 4 où on a des diagnostics avérés. Et là, les études, il commence à y en avoir un certain nombre dans la littérature, qui montrent le bénéfice de ces interventions précoces. C'est ce que le ministre a prôné dans sa communication. C'est pour ça qu'il a mis en place et qu'il a mis de l'argent aussi sur les soins de première ligne, sur les psychologues de première ligne, sur les lieux d'accueil comme les maisons d'ados ou Overcop en Flandre. C'est-à-dire qu'il faut des lieux où on peut repérer des jeunes qui commencent à aller mal. Et tout à l'heure, on verra aussi qu'avec la recherche, on commence à avoir certains indicateurs qui nous disent, si vous voyez des jeunes avec telle et telle et telle et telle chose, attention. Il faut mettre en place des soins, et ce n'est pas toujours sur base d'un diagnostic. C'est pour ça que c'est différent du DSM. Parce qu'en Amérique, vous pouvez avoir un traitement que si on pose un diagnostic à la première consultation. Dieu merci, on n'est pas aux États-Unis. Et donc vous voyez qu'avant d'arriver dans le champ des pathologies avérées, avec les soins habituels qu'on connaît en psychiatrie d'adultes, il y a à développer une vraie politique d'intervention précoce et d'accompagnement précoce, et ça diminue
je ne sais plus les chiffres exacts, mais certainement de 30 à 40% l'évolution défavorable vers une pathologie avérée. Ça, je laisserai aux jeunes le fait de rappeler la littérature précise et de donner des références. Donc vous le voyez, ça c'est vraiment extrêmement important, et c'est cette interface-là, c'est entre psychiatre d'adultes et pédopsychiatre qu'elle doit se faire, et ça veut dire qu'il doit y avoir des jeunes psychiatres qui s'intéressent aussi à cette partie-là de l'intervention, comme des pédopsychiatres qui ont envie aussi de s'intéresser à cette interface. C'est primordial, et c'est primordial aussi en termes de coût de santé. Alors, comme proposition d'organisation des dispositifs de soins, et je vais terminer avec ces éléments-là. Il nous faut avoir une meilleure compréhension de l'émergence de la psychopathologie, et ça on va le voir, la recherche nous y aide quand même, et puis après adapter nos modèles de soins. Dans les modèles de soins, on a regardé ce qu'ils proposaient chez les Anglais. Et donc ça, c'est le modèle du NICE, qui, vous voyez, date de 2016. Hein, c'est pas très vieux non plus. Mais il faut faire un planning pour la transition pédopsie-psychiatrie d'adulte, a fortiori, puis ça s'arrête à 18 ans pile chez eux. Il faut avoir un support après le transfert, c'est-à-dire qu'il y ait encore des réunions conjointes. Il faut un support avant le transfert, donc préparer le patient au transfert vers la psychiatrie d'adulte. Et il faut un support d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut des outils de financement qui permettent de faire cette juxtaposition nécessaire pendant quelques semaines, quelques mois éventuellement. Vous voyez aussi, je l'ai laissé en anglais, parce que les guidelines anglaises, qu'il faut impliquer le jeune, et quand c'est approprié, ses parents, pour développer ce plan de transition. Il faut un outil personnel qui est travaillé avec le jeune pour décrire ses préférences, ses besoins de soins, son histoire. C'est-à-dire qu'il faut que quelque part, il y ait un dossier qui l'accompagne. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce dossier qui l'accompagne ? Ça doit se discuter avec lui. Qu'il faut au moins 6 mois, vous voyez, pour faire un transfert. Je disais quelques semaines à quelques mois, il le fixe à 6 mois. Que cette transition doit être graduelle, qu'elle doit aussi avoir des objectifs qui sont clairement définis, et que le moment de la transition varie aussi localement et individuellement. C'est-à-dire qu'il faut l'adapter, et il faut aussi l'adapter à la réalité locale. C'est-à-dire qu'à Warwick, c'est une chose, à Londres, c'est un peu différent. Enfin, on a discuté de ça lorsqu'on les a rencontrés lors des différents colloques européens qu'on a eu, et même internationaux qu'on a eu l'occasion de faire. On a fait des sympos avec les gens de l'équipe de Warwick. Ce qui est possible à Bruxelles n'est pas le même à Anvers, c'est pas le même à Liège, n'est pas le même à Charleroi. Mais les principes doivent être les mêmes. Et puis après, on fait avec les réalités locales. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Alors, vous avez ici un certain nombre de pistes que l'équipe de Warwick a proposées, à la fois pour la coordination de la transition en faisant ce qu'il appelle une to-do list, de planifier, d'avoir un rapport détaillé. Et là, vous voyez qu'il y a un petit rapport de transmission, le plan de traitement, les objectifs, l'évolution, les points forts aussi du patient, pas uniquement ses points faibles, l'évaluation des risques, un plan de crise éventuel si c'est nécessaire. Il faut une réunion de transition, il faut bien sûr les soins en parallèle et éventuellement un travail avec la paire aidance des jeunes. Sachant que les mots-clés, c'est bien sûr d'amener le jeune à l'autonomie, mais que l'autonomie, elle n'est pas automatique à 18 ans plus un jour, qu'il faut du temps, qu'il faut pouvoir partager des informations en accord avec le patient et sa famille, et qu'il faut aussi un certain support. Et là, on verra aussi comment nos autorités politiques vont utiliser le rapport du COMSMEA que l'on a rédigé récemment. Il y a un autre modèle qui est celui d'origine,
Origen, c'est l'équipe australienne. Et vous voyez que là, c'est un petit peu différent. Vous sentez que d'un côté, c'est ciblé 18 ans du pédopsychiatre au psychiatre d'adulte. Et en Australie, c'est ciblé sur le jeune et sur le fait de suivre les besoins du jeune et d'offrir des soins multidisciplinaires dans un seul endroit, professionnel, où il y a des cliniciens, des non-cliniciens d'ailleurs, avec une prise en charge très rapide et qui offre aussi un soin aussi psychosocial, donc pas uniquement psychiatrique comme sur le modèle anglais. Que ça doit inclure le jeune et la famille, dans des services accueillants, avec un staff non jugeant, use-friendly, c'est le mot qu'ils utilisent, et à proximité, c'est ce que notre ministre a dit tout à l'heure. Qu'il faut une promotion de la santé mentale, une prévention et des interventions dès les premières étapes et dès les premiers symptômes émergents, et des interventions qui soient basées... J'entendais un petit bruit, je me demandais si c'était moi. Et effectivement, il faut quand même garder aussi un regard sur la littérature scientifique et sur les evidence-based qui commencent à se préciser dans ces cas-là. Il faut aussi du personnel qui a envie de travailler avec les jeunes et qui les comprenne, qui soit formé, qui ait des possibilités de supervision, qui ait des partages d'expériences. Et là aussi, dans le programme de psychologues de première ligne que le ministre a implémenté, dans le travail avec les réseaux, eh bien, on doit pouvoir aussi implémenter des formations spécifiques pour la prise en charge des jeunes. Et là, comme vous le voyez, et c'est ce qu'on a fait pendant les 4 ans de la chaire, c'est rencontrer à la fois les réseaux adultes et les réseaux pédopsychiatriques. Parce qu'au fond, c'est à l'interface. Il y avait surtout à Bruxelles, au départ, en tous les cas, un groupe qui faisait les 13-23. Dans les autres réseaux, c'était moins clair. Mais ça veut dire qu'il faut que les réseaux adultes parlent avec les réseaux pédopsychiatriques. Donc ça, c'est les mêmes règles. C'est toutes celles que je viens de vous dire qui sont résumées. Alors... Quelques mots du rapport du COMSMEA pour terminer mon propos, puisque c'est au fond les recommandations qu'on a faites aux politiques. Il faut offrir des prises en charge accessibles, flexibles, use-friendly pour les jeunes jusqu'à 25 ans, avec des admissions flexibles ou partielles dans des structures soit pédopsychiatriques, soit psychiatriques d'adultes, mais quand même adapté à la population jeune. Il faut, et c'est une discussion que j'ai eue aussi avec les collègues de l'aide à la jeunesse, il y a d'ailleurs très prochainement un colloque en ce sens, une vraie collaboration intersectorielle du service de la santé mentale et de l'aide à la jeunesse, parce que vous le savez, les jeunes se retrouvent des deux côtés, donc il faut qu'on puisse se parler, il faut qu'on puisse se comprendre, et il faut qu'on puisse s'aider. Mais parfois, les regards sont différents, donc il faut pouvoir croiser ces regards. Il faut une attention particulière aux tâches sociales et développementales, et notamment à l'autonomie, qui n'est pas un processus automatique. Compte tenu de l'âge de certains dans la salle, certains ont connu la majorité à 21 ans, qui, globalement, d'un point de vue développemental, était un petit peu plus conforme au développement du cerveau. Je n'ai pas dit qu'il fallait revenir à cela. Mais si on ne revient pas à ça, il faut prendre en compte le fait qu'à 18 ans, on n'est pas encore complètement adulte. Parce que le cerveau, il n'est pas mature. On peut faire comme on veut, mais... Et évidemment, il faut faire attention à la trajectoire développementale, à l'histoire, et notamment à l'histoire de vie, au nombre d'événements de vie, et garder, en tout cas, ça c'est notre position, mais en plus elle nous avait été imposée d'emblée par nos examinateurs lors de la soumission à la chaire,
Mais j'en suis maintenant tout à fait convaincue, il faut garder une approche transdiagnostique. Il faut avoir toutes les hypothèses dans sa tête, pas une seule, pas rechercher une maladie mentale. C'est avoir toutes les hypothèses ouvertes dans la tête. Il faut impliquer les jeunes. Et j'étais à un colloque, alors c'était de l'UNESCO, il y a quelques mois, où c'était sur la crise Covid, sur la santé mentale des jeunes. Il y avait tout un groupe de jeunes qui venaient d'autres pays du monde d'ailleurs, qui étaient absolument fantastiques et qui avaient des idées politiques. Donc il faut pouvoir aussi les impliquer dans ce qu'ils ont envie de proposer pour la politique qui les concerne. Alors, les recommandations aussi qu'on a fait aux politiques dans le cadre du groupe du COMSMEA, c'est qu'il y ait des structures pour les jeunes dans toutes les régions, que ce soit des staffs multidisciplinaires. C'est vrai qu'il y a une demande que la manière de travailler que l'on a en pédopsychiatrie puisse s'étendre jusqu'à 22-23 ans, d'encourager aussi les services non résidentiels, de ne pas oublier la question du logement, parce qu'être autonome sans logement, vous avez vu la crise du logement pour les étudiants à Bruxelles. Hein. Comment est-ce qu'on peut être étudiant et avoir un cote quand on n'arrive pas à en trouver un et que les prix sont à ce point élevés? C'est l'actualité de ces derniers jours. On prône pour un centre d'expertise pour la santé mentale des jeunes. On avait aussi prôné, puisque si vous vous souvenez, il y avait eu aussi le colloque de l'Académie royale de médecine en présence de Sa Majesté la Reine, qui avait demandé à travailler sur la santé mentale des enfants et des adolescents, et où un certain nombre de recommandations aussi avaient été faites. Ruth et moi, on y avait aussi participé, la Fondation aussi d'ailleurs. C'était qu'il y ait peut-être une task force pour les enfants, les adolescents et les jeunes. Parce qu'au fond, c'est souvent les derniers de la charrette dans la politique générale. Les jeunes, les enfants, c'est l'avenir de la société. Si on prend leurs besoins en dernier, on construit une société préoccupante, j'ai envie de dire instable ou fragile. Et alors on a aussi prôné, et ça faisait partie des recommandations d'ailleurs que Jolsbeek avait prises lors de ce colloque aux académies en présence de Sa Majesté, c'était un portail online pour retrouver de l'information, éventuellement des éléments d'auto-évaluation pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on utilise des outils informatiques, des outils virtuels qui sont quand même les outils de communication des jeunes, pour leur donner l'information, pour savoir où ils peuvent demander de l'aide, pour savoir où est-ce qu'il y a une accessibilité pour être écouté et entendu. Alors, ça, c'était les outils de présentation des recommandations dans le cadre du COMSMEA. Donc, vous voyez, il y avait eu plusieurs sous-groupes sur les collaborations entre acteurs, sur le travail dans le contexte avec les familles et avec les jeunes, sur la prévention, la détection précoce, sur les soins ambulatoires et résidentiels, sur la qualité de la continuité pédopsie-psychiatrie d'adultes, sur les soins résidentiels, mais aussi sur les jeunes en situation de soins contraints, qui d'ailleurs doit encore être poursuivi, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout non plus, ce n'était pas l'objectif du groupe de travail, de toutes les recommandations, parce que là aussi, il y a des éléments médico-légaux très importants. Et là aussi, quand on a 18 ans, on devient pénalement responsable, et 18 ans moins 3 jours, on ne l'est pas. Donc là, il y a quand même aussi à réfléchir sur ces questions-là. Il y a des recommandations spécifiques pour la prévention, détection précoce et première ligne, promotion de la santé, diminution de la stigmatisation, lutte contre la précarité. Il faut savoir que dans la détection précoce, 70% des jeunes sont non-seeking, donc ils ne recherchent pas d'aide. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin, mais qu'ils n'en demandent pas. Quand vous êtes ado,
ou jeune adulte, vous n'avez pas envie de demander de l'aide aux adultes. C'est un peu concomitant de la phase de développement. Et donc, ce qu'on recommandait aussi, c'est qu'on avait besoin d'yeux et d'oreilles, c'est-à-dire de jeunes qui, s'ils entendent un de leurs copains qui ne va pas bien, puissent l'épauler pour aller demander de l'aide. C'est la meilleure lutte contre le suicide réussi. C'est de travailler avec les pairs qui peuvent relayer l'aide pour un jeune qui va mal. Donc c'est les écoles, les PMS, l'aide à la jeunesse, j'ai fait une petite erreur, les overcop, les maisons d'ados, etc. Il faut un support pour les acteurs, pour les intervenants, information, formation, évaluation, supervision, etc. Et c'est là qu'on renvoie au portail online et au centre expert. Alors Ruth avait fait un graphique un peu compliqué, mais qui reprend au fond les différents niveaux. Toutes ces slides, vous les retrouverez sur la chaîne YouTube, sur la chaîne de la transition. Sur la chaîne de la transition, y compris la retransmission d'ailleurs de notre journée. Donc vous pourrez facilement retrouver tous ces outils, qui sont des outils qui ont déjà été proposés d'ailleurs aussi en groupe de travail. Et je vous disais qu'il l'avait repris sur le plan de la pyramide des besoins de l'OMS, à partir des soins spécialisés et qui sont tout en haut, bien sûr, de la pyramide, et avec les éléments de détection et d'intervention précoce. Et vous voyez comment le training, l'information, la supervision, la formation des intervenants qui sont en bas de la pyramide est extrêmement importante pour réduire aussi les jeunes qui arrivent dans des soins spécialisés complexes tout en haut. Et bien sûr, sans oublier aussi cette partie-là qui sont les patients experts, les experts d'expérience, la participation des jeunes, mais aussi la participation des familles. La synthèse des points d'action qu'on avait fait aux politiques, c'était d'implémenter des protocoles de collaboration, de pouvoir quand même financer ces protocoles de collaboration, ce qui n'est pas extrêmement lourd, parce que c'est uniquement un petit peu de codification, et je pense que ça existe déjà en pédiatrie. Bien sûr, d'implémenter des formations, et ça, on a commencé à le faire avec le CU, mais il faudrait aussi travailler avec les réseaux pour la formation des psychologues de première ligne. Il y a la question d'un dossier commun ou d'un outil de passage des informations. Est-ce qu'il doit être informatisé ou pas ? Il faut aussi quand même que les institutions puissent s'adapter aux jeunes en âge de transition et pas l'inverse. On est là pour les patients. Les patients ne doivent pas se conformer complètement. C'est-à-dire d'avoir des modèles flexibles et au niveau individuel, d'être sensible aux caractéristiques particulières peu spécifiques des patients, d'impliquer les parents et de reconsidérer parfois le jugement clinique au regard des éléments du développement. Et lorsqu'on doit faire un transfert, la planifier à la fin de la puberté, idéalement entre 18 et 21 ans, en informant et en impliquant les parents en fonction des besoins du jeune. Le faire à un moment de stabilité, s'il y a une maladie déjà avérée, ne pas le faire dans un moment de crise, sinon ça se termine en mise en observation. Et prendre ce temps, donc ils disent à peu près 6 mois, de moments de rencontre mutuelle où les responsabilités sont partagées. C'est important de souligner un accueil de ces patients pour éviter l'interruption et un accueil compréhensible mutuel, mais qui passe par un respect mutuel aussi des intervenants. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, un peu théorique, mais pour nous, cet exercice avait aussi pour fonction d'asseoir la fin de ce travail que l'on a fait pendant 4 ans à la chaire et qui s'est aussi ajouté avec le rapport du COMSMEA
C'est vrai qu'il y avait une dernière slide sur les trajets de soins, mais que je l'ai laissé. J'aurais pu mettre un petit point d'interrogation. C'est pas vrai qu'il y avait rien, parce que mes collaborateurs m'avaient préparé des choses, mais je pense qu'elles étaient encore trop imprécises que pour pouvoir vous les proposer. Et je pense que ça fait partie des choses qu'on doit encore co-construire ensemble, comme l'implication des jeunes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.